1973, une troupe de scouts est allée camper un week-end à Gooseberry Reservoir, dans les montagnes de l'Utah. 18 personnes y sont allées, seuls 17 sont revenus. Jacob Swenson n'a plus jamais eu de nouvelles jusqu'à 20 ans plus tard, semble-t-il. L'histoire que vous vous apprêtez à lire est un récit des événements qui ont eu lieu ce week-end fatidique, raconté par son meilleur ami, Dakota Nelson, en 2005. Dans une interview avec un journaliste indépendant, Dakota était présente le week-end où Jake a disparu et a signalé sa disparition au chef scout. Il n'y a aucune séquence de Dakota, car il a catégoriquement refusé au fil des années d'être interviewé devant la caméra. Depuis, Dakota est tombé hors du réseau, probablement volontairement. Il a déclaré que cet événement avait hanté toute sa vie. Par où dois-je commencer? Ce que je vais vous dire, c'est tout exactement comme cela s'est passé. On m'a traité de menteur, de tueur et de tous les autres noms auxquels vous pouvez penser. Mais vous savez quoi? Je ne le fais pas. Je m'en fiche vraiment. Je sais ce qui s'est passé cette nuit-là et ce que j'ai vu. 20 ans plus tard, nous sommes arrivés à Gooseberry Reservoir vers 15 heures, le vendredi 8 juin. C'était l'été, ce qui signifiait que nous n'étions pas en cours. Nous avions 13 ans à l'époque et avions fait plusieurs voyages de camping avec les Boy Scouts. Nous étions donc ravis de nous rendre à Gooseberry. Cela et le fait que les vacances d'été venaient juste de commencer rendaient les choses encore meilleures. Jake et moi, ses amis et sa famille l'appelaient Jake. Aimions tous les deux pêcher et Gooseberry Reservoir avait une excellente pêche. Dès notre arrivée, nous installons notre campement et plantons nos tentes. Nous n'étions pas à plus de 100 mètres du lac. Nous étions donc assez proches, ce qui nous plaisait car nous pouvions facilement marcher jusqu'au lac pour pêcher. Jake et moi partagions une tente, comme nous le faisions toujours lorsque nous campions avec les scouts. Il y avait 2 garçons dans une tente et les dirigeants partageaient une tente. Après avoir installé notre tente, nous avons immédiatement attrapé notre matériel de pêche et avons couru vers le lac. Je me souviens bien de cette journée. Le temps était parfait et nous avons fini par attraper une demi-douzaine de poissons avant la tombée de la nuit. De retour au camp vers 19h30 ou 20h, nous avons cuisiné et mangé une partie du poisson que nous avions pêché et gardé le reste pour le lendemain. Pendant 1 heure ou 2, nous nous sommes tous assis autour du feu, racontant des histoires et riant des blagues des uns et des autres. Ah, c'était une super journée, jusqu'à ce qu'on s'endorme. Je ne sais pas exactement quelle heure il était lorsque nous nous sommes retirés dans la tente, car je n'avais pas de montre sur moi, et personne ne se soucie de l'heure qu'il est lorsque vous campez. Mais je me souviens qu'il était tard, et je me suis rapidement endormi. La prochaine chose dont je me souviens, c'est d'avoir été réveillé par Jake, ouvrant la tente et disant qu'il devait faire pipi. Je me suis rendormi rapidement, et je ne savais pas combien de temps j'avais dormi avant de me réveiller avec l'air froid de la nuit qui frappait mon visage. Je me suis assis et j'ai vu que la porte de la tente était toujours ouverte, alors j'ai appelé Jake dans l'obscurité. Il n'y eut pas de réponse. Je l'ai donc appelé plusieurs fois et encore une fois, sans réponse. À ce moment-là, j'ai commencé à avoir peur, alors j'ai décidé de sortir de la tente et de le chercher. J'avais une chemise et un short, donc tout ce que j'avais à faire était d'enfiler mes chaussures et de prendre ma lampe de poche. En sortant de la tente, je me souviens avoir ressenti une certaine inquiétude et un sentiment troublant, comme si j'étais observé. Je me souviens de frissons dans ma colonne vertébrale et de poils hérissés sur mon corps. J'ai commencé à scanner la zone autour de la tente et je n'ai pas pu le voir. J'ai ensuite fait le tour de la tente à environ 10 mètres et je l'ai appelé à nouveau, cette fois plus fort, mais encore une fois, sans réponse. À ce moment-là, j'ai commencé à paniquer et j'ai décidé qu'il était temps de réveiller les dirigeants et de leur faire savoir. Leur tente n'était pas à plus de 20 mètres, alors j'ai marché aussi vite que possible, regardant derrière mon épaule à chaque pas. Une fois que je les ai réveillés et que je leur ai dit ce qui se passait,
Ils n'ont pas perdu de temps à sauter et à sortir de la tente. Une fois que les dirigeants furent sortis de la tente, ils décidèrent de réveiller tout le monde, non seulement pour faire un décompte, mais aussi pour aider à rechercher Jake. Les dirigeants ont presque immédiatement commencé à crier le nom de Jake, mais comme auparavant, il n'y a eu aucune réponse. Les dirigeants nous ont rassemblés en cercle et nous ont expliqué que nous allions former une ligne et faire un grand cercle, saluant la zone et recherchant Jake. Ils nous ont demandé de ne pas nous éloigner de plus de 10 mètres et de nous assurer que chaque personne avait une lampe de poche. Nous avons ensuite formé une longue file et avons commencé à marcher lentement, en grand cercle, tandis que tout le monde criait le nom de Jake. Toutes les quelques minutes environ, nous arrêtions de marcher et de crier pour voir si Jake répondrait. Et encore une fois, rien. Je ne savais pas combien de temps nous avions cherché quand l'un des autres garçons a crié « Hé, j'ai trouvé quelque chose. Viens ici !» Je n'oublierai jamais la peur dans sa voix. Tout le monde a immédiatement couru vers sa position et a regardé là où il montrait. Là, sur le sol, il y avait une petite mare de sang. 1 minute s'est écoulée sans que personne ne dise rien. L'un des dirigeants a pris la parole le premier et a déclaré que cela devait être l'œuvre soit d'un lion de montagne, soit d'un ours. L'un des autres dirigeants a alors déclaré « Il n'est pas prudent de continuer à chercher dans le noir. » Le plan était de se lever tôt, de se rendre en ville, d'appeler le shérif et les services de recherche et de sauvetage, puis de se rendormir. Même si nous avons tous rapproché nos tentes en cercle, je doute que quiconque ait dormi un instant cette nuit-là. Dès qu'il fit assez clair, tout le monde s'entassa rapidement dans les voitures et nous nous dirigeâmes vers la ville la plus proche, Fairview. Nous sommes allés directement au poste du shérif et leur avons raconté ce qui s'était passé. Une équipe de recherche et de sauvetage a été rapidement formée et nous sommes partis, retournant au camp, afin de pouvoir aider à la recherche de Jake. Ils ont même rassemblé des chiens pour essayer de retrouver l'odeur de Jake. Nous sommes rentrés au camp environ 2 heures plus tard. Lorsque nous sommes descendus de la voiture, le shérif m'a pris à part avec un de ses adjoints et m'a fait montrer et expliquer tout ce qui s'était passé la veille à partir de notre arrivée à Gooseberry. Nous avons ensuite montré au shérif, à ses adjoints, à l'équipe de recherche et de sauvetage, ainsi qu'aux chiens, où nous avions trouvé la petite mare de sang. Je me souviens très bien des chiens qui se tenaient là, reniflant le sang et le sol autour, puis s'enfuyaient soudainement. Nous sommes tous partis en suivant les chiens, alors que tout le monde criait le nom de Jake. Les chiens nous ont conduits à travers l'épaisse forêt de pins et de trembles. Nous avons dû parcourir plusieurs kilomètres à travers cette forêt épaisse, des ravins argentés et des montagnes escarpées avant de finalement arriver à une rivière haute et rapide. Malheureusement, personne ne pouvait le traverser en toute sécurité. C'est là que les chiens ont perdu l'odeur de Jake. Le shérif a ensuite appelé tout le monde en cercle et a dit qu'ils élevaient des chevaux pour pouvoir élargir la recherche et se déplacer plus rapidement. Il a demandé aux éclaireurs et aux dirigeants de retourner au camp, mais de rester jusqu'à ce qu'ils nous disent que nous pouvions partir. Il nous a fallu un certain temps pour revenir au camp. Alors que nous sortions de la forêt épaisse et que notre camp devenait visible, nous pouvions voir combien de personnes supplémentaires étaient arrivées. Une camionnette de presse était même arrivée et ils ont commencé à courir vers nous alors que nous approchions du camp. Nos dirigeants se sont rapidement mis devant nous pour ne pas pouvoir nous bombarder de questions, nous les enfants. L'un des principaux dirigeants de notre troupe de scouts a décidé de parler aux journalistes et de simplement lui raconter ce qui s'était passé. Alors que l'un des dirigeants parlait aux informations, les autres dirigeants nous ont éloignés d'eux et nous ont dirigés vers une zone plus isolée afin que nous puissions être seuls. Le reste de la journée était plutôt brumeux et semblait surréaliste. Je me souviens que les gens se précipitaient autour du camp toute la journée, mais je me souviens très bien des parents de Jake qui revenaient plus tard dans la journée. Ils étaient désemparés et m'ont posé beaucoup de questions, principalement sur les événements qui s'étaient déroulés et sur l'endroit où je pensais que Jake pourrait se trouver.
Tout ce que je pouvais faire, c'était répéter tout ce que j'avais dit plusieurs fois ce jour-là, et je ne le sais pas parce que je ne savais vraiment pas où était mon meilleur ami. J'aurais donné n'importe quoi pour le ramener. J'ai ressenti du désespoir et du vide ce jour-là, et je me suis demandé ce que j'aurais pu faire différemment cette nuit-là. Je me suis blâmé pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que je réalise que je n'étais qu'un enfant à l'époque, et que je n'aurais plus rien pu faire. Ce n'est pas comme si quelqu'un pouvait planifier à l'avance et se préparer à ce que ces choses se produisent. Ils ont ensuite recherché Jake pendant plusieurs semaines, mais n'ont jamais rien trouvé. Les recherches ont finalement été annulées et Jake a été déclaré disparu à jamais, ses parents refusant de le déclarer mort. Cependant, la partie la plus étrange et la plus incroyable de l'histoire s'est produite à peine 20 ans après la disparition de Jake. Je n'en parle pas beaucoup, car la plupart des gens ne me croient pas, mais encore une fois, je m'en fiche. J'étais là, et eux non. J'étais retourné à Gooseberry Reservoir plusieurs fois après la disparition de Jake pour aller pêcher, mais surtout pour me souvenir de mon meilleur ami. L'été 1995 a été la dernière fois que j'y suis retourné, et je n'y retournerai plus jamais. C'était le dernier week-end de mai, ce qui signifiait qu'il y avait encore de la neige sur les sommets des montagnes et que l'eau était froide. Cela signifiait également qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. En fait, je ne me souviens pas que quelqu'un d'autre soit présent ce jour-là. Je retournais toujours à l'endroit exact où Jake et moi pêchions tous ces poissons le jour de sa disparition. Je suis arrivé tôt le matin, vers 6h30. La pêche est toujours meilleure tôt le matin. J'ai déchargé mon matériel de pêche, mis des appâts sur ma ligne et je l'ai lancé. J'avais toujours apporté une chaise de camping lorsque j'allais à la pêche, alors je l'ai installée, je me suis laissé tomber sur la chaise et j'ai commencé à boire mon café. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais ce n'était pas long. Je me souviens cependant que j'étais sur le point de prendre une gorgée de café lorsque j'ai entendu derrière moi « Bonjour Dakota ». Je me suis immédiatement figé car, à ma connaissance, il n'y avait personne d'autre aux alentours. Je me levai lentement et me retournai. À environ 30 mètres derrière moi se tenait un homme que je ne reconnaissais pas. Il était extrêmement poilu de la tête aux pieds et il ne portait pas de chaussures et portait des vêtements en lambeaux. Je suis resté là un moment, incapable de parler. Quand j'ai finalement parlé, j'ai dit « qui es-tu » Il est resté là, à me regarder, et a finalement répondu « C'est moi, Dakota. C'est Jake. » Je me souviens d'une dose d'horreur et d'adrénaline qui a immédiatement traversé mon corps. Je restais là, figé, incapable de bouger un muscle. Quand j'ai pu trouver les mots pour parler, j'ai dit « Où étais-tu toutes ces années ?» Les prochains mots de Jake me hanteront jusqu'au jour de ma mort, et j'y pense presque quotidiennement. Je n'oublierai jamais qu'il a dit « J'ai été enlevé et vous devez partir maintenant. Il vous surveille. Partez maintenant. » Ouais. Après ça, je n'ai même plus réfléchi. Aussi vite que possible, j'ai chargé mon équipement, je l'ai jeté à l'arrière de mon camion, j'ai sauté dedans, j'ai démarré le moteur et je suis parti aussi vite que possible. J'ai regardé dans mon rétroviseur alors que je m'éloignais et j'ai vu Jake revenir lentement dans les arbres. Alors que je me dirigeais vers la ville, j'étais déchiré à l'idée de savoir si je devais le dire à quelqu'un ou non. Parce que qui diable me croirait, n'est-ce pas? Je n'étais pas sûr non plus que ce qui s'était passé était réel. Cela me paraissait trop surréaliste. Je n'en ai parlé à personne pendant plusieurs années après que cela se soit produit pour deux raisons. Premièrement, je savais que personne ne me croirait. Et deuxièmement, je ne voulais pas y retourner. Si je le disais aux autorités, elles me feraient rentrer avec elles, ou alors elles me prendraient pour un fou. Une autre raison est que les parents de Jake étaient vieux et avaient accepté sa disparition. Je ne pouvais pas supporter de leur donner de l'espoir et de les faire revivre tout cela. J'ai décidé d'attendre qu'ils passent. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je n'y suis jamais retourné et je ne le ferai jamais. Je ne sais pas qui ils sont, ni à qui ils faisaient référence, mais, comme je l'ai dit, j'y pense tous les jours de ma vie.
Pour plus d'histoires effrayantes, abonnez-vous